Et bienvenue dans cette session du journal. Le patron de la justice, Maître Constant Moutamba, est dans le viseur de la justice. Via un réquisitoire, le procureur près la Cour de cassation a demandé l'ouverture de l'information judiciaire contre les patrons de la justice. Constant Moutamba est accusé de détournement présumé de 39 millions de dollars américains destinés à la prison de Kisangani. Après la lecture du réquisitoire à la Chambre basse du Parlement, une commission qui devra auditionner l'accusé a été mise en place. Après 3 mois passés dans la ville-province de Kinshasa, le gouverneur de la province du Sud Kivu, le professeur Jean-Jacques Pourouzi, est arrivé dans la ville d'Ouvira. Devant la population de sa province, le chef de l'exécutif provincial a annoncé le début de la fin de la guerre du M23 AFC, une déclaration qui a suscité un certain scepticisme parmi les habitants de sa province. Et c'est tout pour les titres. Bienvenue dans cette édition du journal. Je vous retrouve ainsi pour vous informer. La séance plénière de ce mardi 20 mai consacrée à l'examen du projet de loi portant prorogation de l'état des sièges sur une partie du territoire national a débuté avec une importante communication du président de la Chambre basse du Parlement, le professeur Vital Kamerhe, à la suite de l'audience lui accordée par le président de la République, Félix Tshisekedi. C'était bien sûr le lundi 19 mai 2025, une audience centrée essentiellement sur des questions importantes de la nation. Suivez. À la suite de l'audience que son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, m'a voulu bien m'accorder hier pour un tour d'horizon sur des questions importantes qui concernent la nation, le pays, le chef de l'État a rappelé à l'attention des élus que les différents accords de paix et de coopération économique en cours de négociation, notamment grâce à la facilitation des États-Unis d'Amérique et des médiateurs africains désignés du Qatar, feront l'objet d'un examen minutieux au Parlement. Par là, le chef de l'État a voulu rassurer la représentation nationale de l'implication des parlementaires dans ce processus conformément aux dispositions légales et réglementaires avant la conclusion des dits accords. Soyez donc apaisés, honorables députés et chers collègues, il n'y aura ni bradage de nos ressources naturelles, encore moins la remise en cause de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de notre pays. Je voudrais adresser en mon nom personnel ainsi qu'au nom de tous mes collègues députés mes meilleures pensées à l'endroit des populations vivant dans les territoires occupés, frappés par la guerre en ce moment. La paix reste notre objectif premier et elle sera restaurée quoi qu'il en coûte. Restons à l'Assemblée nationale pour vous dire que le procureur général près la Cour de cassation a saisi le bureau de la Chambre basse du Parlement via un réquisitoire pour demander l'ouverture de l'information judiciaire contre le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba, dans l'affaire des détournements présumés des 39 millions de dollars américains destinés à la prison de Kisangani dans la province de la Chopo. Le président de la Chambre basse du Parlement a annoncé ce mercredi 21 mai 2025 à la plénière. Dans son réquisitoire, le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vondé, explique notamment les défauts des procédures de passation du marché dans le cadre de ces projets. Il accuse Moutamba d'avoir pris 19 millions de dollars américains des fonds de réparation des indemnisations des victimes des activités illicites de l'Ouganda en République démocratique du Congo Fluvao, montant versé sur les comptes de l'entreprise Zion Construction et Sahel, bénéficiaire du marché de construction de la prison. Cette entreprise est née seulement en mars 2024, après la lecture du réquisitoire par les rapporteurs de la Chambre basse du Parlement. Jacques Dioli, le président de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe, a annoncé la mise en place d'une commission spéciale qui devra auditionner le ministre Constant Moutamba avant que la plénière passe à l'étape de l'autorisation de l'ouverture de l'information judiciaire contre le ministre précité.
On quitte Kinshasa, on est dans la partie orientale de la République démocratique du Congo pour vous informer que le gouverneur Jean-Jacques Bourouzi du Sud Kivu est arrivé à Uvira depuis mardi 21 mai 2025 après 3 mois passés dans la ville-province de Kinshasa à la suite de la prise de la ville de Bukavu et d'autres entités du Sud Kivu par les rebelles de l'AFC M23 à Uvira, nouveau siège de la province. Il a été accueilli par différentes autorités, dont notamment son vice-gouverneur Jean-Jacques Elakano. Dans un meeting tenu à Uvira, il a lancé un message d'unité et de solidarité entre les communautés. Et depuis son départ, la province du Sud Kivu, dans sa partie non occupée par les rebelles de l'AFC M23, était dirigée par les vice-gouverneurs Jean-Jacques Elakano. Jean-Jacques Bourouzi est arrivé avec un message d'espoir pour les habitants de sa province. Dès l'entame de son allocution devant les habitants de cette partie du territoire national, le gouverneur a déclaré qu'il portait un message du chef de l'État annonçant le début de la fin de la guerre du M23. Toutefois, cette déclaration a suscité un certain scepticisme parmi les habitants de sa province. Et de retour à Kinshasa, vous le savez bien sûr, le député national et ancien premier ministre Augustin Matata Ponyo a été condamné par la haute cour de 10 ans de travaux publics et 5 ans d'inéligibilité. En réaction, la partie prévenue constate qu'il y a eu tout sauf les droits pour mettre Laurent Onyema à l'arrêt de la haute cour et déconnecté de la vérité et invalide ainsi toute crédibilité de l'image de la justice congolaise et du juge congolais. Il est ici dans cet extrait choisi par la rédaction. Nous avons suivi religieusement l'argumentaire de la Cour. L'arrêt est déconnecté de la vérité et invalide toute crédibilité pour l'image de notre justice et l'image du juge congolais. Vous avez vu la batterie d'exceptions que nous avons soulevées, les exceptions liées à l'incompétence de la Cour, les exceptions liées à l'irrecevabilité de l'action, et qu'aujourd'hui, le juge constitutionnel nous rappelle que ces décisions ne sont pas exécutoires et qui sont susceptibles d'un recours. Le juge congolais de la Cour constitutionnelle nous rappelle que la garantie de la défense des droits et libertés fondamentaux n'est plus garantie dans notre Constitution. Le juge dit tout sauf du droit. Parce que le juge congolais, le juge de la Cour constitutionnelle, nous a dit que ces arrêts ne sont pas exécutoires et qu'ils sont susceptibles de recours, nous allons introduire, si les clients l'agréent, une requête en inconstitutionnalité de l'arrêt RP002 parce que cet arrêt revient sur l'arrêt RP001 qui a déjà décliné la compétence de la Cour constitutionnelle. Pour l'image du pays et pour l'image de la justice de notre pays, même de l'Afrique, quel est le message que nous envoyons aux autres? Et donc nous pensons que nous allons d'abord travailler avec les clients, mais que nous n'avons pas imaginé une solution divine à partir du moment où les exceptions des publics ne peuvent jamais être jointes au fond. Quand nous avons vu ces signaux, nous avons eu la garantie qu'il s'agit ici d'un procès qui est un procès politique, mais pas un procès qui rentre dans la religion d'une dynamique de dire le droit, marier les faits au droit et à la dimension légale, comme la loi le veut et comme la justice classique de tout État de droit le veut. Et le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, maître Jacquemain Chabani, a lancé officiellement le mardi 20 mai 2025 le cadre des concertations multi-acteurs pour la mise en œuvre de la loi numéro 22/030 du 15 juillet 2022 portant protection et promotion des droits des peuples autochtones pygmées. C'est un événement historique, fruit d'un travail de plusieurs années qui marque une étape cruciale dans la reconnaissance de peuples autochtones pygmées, longtemps marginalisés comme citoyens congolais à part entière et favorise leur accès aux ressources essentielles, foncières, éducation, santé. Ces cadres de concertation, lancés ce jour par le patron de la sécurité, est défini comme un espace fédérateur de dialogue et d'échange. Ce cadre est défini comme un espace fédérateur de dialogue et d'échange, garantissant la confiance, la transparence, la bonne foi et la participation inclusive dans le processus décisionnel et les orientations stratégiques liées à la mise en œuvre effective des droits des peuples autochtones et pygmées tels que prévus par la loi.
Concrètement, ce cadre de concertation repose sur 3 structures complémentaires. La première est l'Assemblée plénière. Il y a ensuite le comité de pilotage où se retrouvent plusieurs personnalités selon leurs responsabilités et qualités. Et enfin, le secrétariat permanent. Le vice-premier ministre a indiqué que la prochaine étape de ces processus consiste à lancer la campagne de vulgarisation de cette loi sur toute l'étendue du territoire national. De lancer une vaste campagne de vulgarisation de la loi sur toute l'étendue du territoire national, à l'aide d'outils harmonisés et de canaux de communication adaptés et accessibles. Au travers de la mise en œuvre de cette loi, les peuples autochtones pygmées bénéficieront de l'égalité des droits réservés à chaque citoyen, comme l'indique la loi congolaise. Cette action réaffirme donc l'engagement du gouvernement congolais à protéger cette communauté qui, au-delà de leur résilience face à toute stigmatisation, joue un rôle important dans la conservation de la nature. La diplomatie économique pour attirer les investisseurs chinois en République démocratique du Congo. C'est lundi 19 mai 2025. Le VPM du plan, Guy Lenyembo, a échangé avec l'ambassadeur de la Chine en République démocratique du Congo, Zhang Bin, autour du renforcement du partenariat économique entre les deux pays. Images et commentaires. C'est lundi 19 mai, le vice-premier ministre Guy Lenyembo a échangé avec l'ambassadeur de Chine en RDC, Zhao Bin, autour du renforcement du partenariat économique entre les deux pays. Point clé des discussions, la mobilisation du monde des affaires chinois autour des opportunités économiques qu'offre la RDC. Objectif, s'approprier les politiques incitatives congolaises et attirer davantage d'investisseurs chinois dans les secteurs porteurs de croissance. Au sortir de cet échange avec le vice-premier ministre du plan, Zhao Bin s'est mis à fixer les biens fondés de cette rencontre. Mes échanges avec monsieur le vice-premier ministre du plan portent surtout sur une meilleure sensibilisation de l'environnement d'affaires au Congo aux hommes d'affaires chinois. Nous avons pris la décision de mieux coordonner, concerter nos efforts pour mieux faire connaître aux hommes d'affaires chinois les politiques incitatives en cours définies par le gouvernement congolais pour attirer davantage d'investissements chinois dans tous les domaines d'activité économique, que ce soit agricole, industrielle, minière et ainsi de suite. Cette démarche portée par Guy Lenyembo s'inscrit dans la vision PNSD 2024-2028 qui fait de l'investissement privé national comme international un levier clé pour accélérer la transformation structurelle de l'économie congolaise. Alors, on quitte Kinshasa, on est dans la partie est de la République démocratique du Congo, dans les territoires de Walikale, où les unités des forces armées de la République démocratique du Congo ont bénéficié d'une visite d'inspection et des commandements du lieutenant-général Pacifique Massouzou, commandant de la 3e zone de défense des forces armées de la RDC. Au cours de cette visite, une parade militaire a été organisée afin de rehausser les morales des militaires qui sont au front. Images et commentaires. Les unités des forces armées de la République démocratique du Congo, déployées dans le territoire de Walikale en province du Nord Kivu et celles implantées dans le territoire de Lubutu en province du Maniema, ont bénéficié d'une visite d'inspection et des commandements du lieutenant-général Massouzou Pacifique, commandant de la 3e zone de défense, qui était à la tête d'une forte délégation du 14 au 19 mai 2025. Durant sa mission, le commandant de la 3e zone de défense a tenu des réunions de commandement avec les commandants des grandes unités et les membres de leurs états-majors déployés sur tous les fronts. En outre, il a présidé des causeries morales en faveur de troupes. Quelques points étaient développés au cours de ces entretiens, notamment primo, la mission traditionnelle des forces armées de la République démocratique du Congo. Secondo, la discipline militaire qu'il faille observer et imposer.
tertio, le patriotisme. Quarto, la loyauté envers les institutions de la République démocratique du Congo, en commençant par le président de la République. Quinto, la politisme des forces armées de la République démocratique du Congo. Mission ezanano mulai. Binonyo soboyebike, ennemi azak occupé une partie ya territoire national. Mabelewana. La mission est encore longue. Nous savons tous que l'ennemi continue d'occuper une partie du pays. Cette terre-là occupée jamais restera entre les mains de l'ennemi. Ce ne sont pas les étrangers qui viendront libérer nos terres. C'est plutôt nous. Nous seuls et non les étrangers. Nous avons que le seul pays, la seule patrie, l'unique armée et l'unique police nationale congolaise. De retour à Kinshasa, dégradé et négligé, l'avenue des Huileries devient un calvaire pour les usagers. Nuit des poules, dalles instables et chaussées impraticables compliquent la circulation sur cette voirie de la ville-province de Kinshasa. Face à ces constats alarmants, motards et automobilistes interpellent les autorités urbaines pour une solution idoine. Suivez ici les reportages signés par Sarah Mbombo et Prince Ngoy. L'avenue des Huileries demeure l'une des voies les plus fréquentées à Kinshasa au regard de sa position. Elle est victime d'une dégradation avancée. De part et d'autre, l'ampleur des dégâts est visible chaque fois qu'il pleut à Kinshasa. Sur cette chaussée, il est clairement impossible de la parcourir sans rencontrer des nids de poules. À son croisement avec l'avenue Mont des Arts, la chaussée rend la circulation presque impraticable. Cela entraîne d'importants embouteillages. Plus loin, à l'intersection avec l'avenue Louvois, le déséquilibre de dalles qui couvre ces caniveaux menace de s'écrouler à tout moment. Chaque véhicule est contraint de faire de manœuvres périlleuses pour passer. Au croisement avec l'avenue Itaga, un trou béant s'est formé en plein centre de la voie. À son croisement avec l'avenue Kabambare, en direction de la province, l'artère se détériore davantage. Les dalles sont insuffisantes et usées, rendant la conduite extrêmement difficile. Face à cette situation alarmante, motards et automobilistes appellent les autorités urbaines à intervenir en urgence. Ils exigent la réhabilitation rapide de cette route stratégique qui représente un axe vital pour la mobilité des Kinois. La route est vraiment délabrée. Les dalles qui ont été enlevées n'ont jamais été remplacées. Cependant, on a eu à mettre de sable à la place. Quand il plaît ici, on ne sait pas bien rouler. Pour ce faire, demandons aux autorités compétentes. Ces grands camions que vous voyez n'arrivent pas à rouler faute de dalles. Il faut penser à réhabiliter l'avenue Kabambare. En tout cas, Kinshasa n'a plus de route. Que ce soit la direction Itaga, Kassavobu, de l'école et Bokassa. Chose étonnante, c'est que nous payons de tickets, mais les routes de la capitale demeurent toujours délabrées. La ville de Kinshasa présente actuellement plusieurs défis auxquels les autorités tentent de faire face. Et dans un autre chapitre, la police nationale congolaise promet de mettre la main sur les criminels qui ont opéré ces derniers temps dans les quartiers de Selembao et Mongafula. Et cette situation ne cesse d'inquiéter les Kinois malgré les efforts fournis par les autorités urbaines. Un député provincial a été victime d'un braquage dans la nuit du mardi 20 mai 2025 dans la municipalité de Selembao. Bosco Kabamba et Jérôme Zolo ont été présents. Les Kinois vivent depuis un certain temps dans un climat d'insécurité sans précédent. Pendant le jour comme la nuit, des scènes de crimes sont enregistrées. Au quartier Cité Verte, dans la commune de Selembao, Jean-Paul Dikoui, un élu provincial de Kinshasa, a été victime d'un acte de braquage dans la nuit du 20 mai autour de 22 h.
Les auteurs de ces actes restent encore non identifiés. Après plusieurs échanges de tirs, ces malfrats cagoulés ont pris la fuite, laissant derrière eux une arme de type FA américain et une moto qui leur permettait de commettre leurs méfaits. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Lobby n'a pas 22h, 23h, les criminels ont tiré sur la Jeep, tant qu'on va bêter Massassi, les policiers ont été. C'était hier, vers 22h, 23h, que les criminels ont tiré sur ma Jeep. Ils pensaient qu'il n'y avait pas de policiers à l'intérieur. Aussitôt, les policiers ont dû répliquer et le criminel qui était à moto ont pris la fuite. J'ai loué la bravoure de ces policiers car il a demandé au chauffeur de pourchasser ces criminels qui se sont ensuite heurtés et sont tombés au sol, laissant derrière eux une arme et une moto. Je félicite la police et nous remettons cette arme entre ses mains. Je dis ici aux criminels que vous avez fait un mauvais choix, étant donné que la police est professionnelle, vous finirez par être démantelé. Eu égard de ces faits, le commissaire principal Faustin Mounene, commandant du commissariat urbain de Mongafula, rassure la population quant à leur sécurité. C'est parce que nous avons des traces, comment les poursuivre et les contrer dans tout ce qu'ils sont en train de monter comme maladresse au sein de la population. Plus d'une fois, je sollicite non seulement la collaboration avec les autorités établies et surtout avec la population. C'est la deuxième fois qu'un tel incident frappe cet élu du peuple en l'espace de 3 mois. Les informations au-delà de nos frontières, les législateurs ougandais ont adopté mardi dernier un projet de loi soutenu par les gouvernements pour autoriser les procès civils des tribunaux militaires, défrayant les critiques généralisées des figures de l'opposition et d'autres qui l'ont qualifié de gestes rétrogrades. Cette loi controversée a été introduite au début de l'année après que la Cour suprême ait statué que le civil ne pouvait pas être jugé par une cour militaire. Les reportages est signé par Edouard Kiaman et rendu par Ben Israël Touba. Le Parlement ougandais a adopté un projet de loi stipulant que les civils doivent être traduits en cour martiale si les faits qui leur sont reprochés sont commis en soutien ou en association avec les personnes soumises à la loi militaire. Il stipule également que les officiers présidents doivent être qualifiés en droit. Mais les figures de l'opposition, les défenseurs de droits et d'autres insistent sur le fait qu'une telle législation est l'effort antidémocratique alors que le pays d'Afrique de l'Est se dirige vers les élections prévues pour 2026. Ils affirment que ces projets de loi représentent un danger pour tous ceux qui s'opposent au président Yoweri Museveni, un dirigeant autoritaire qui détient le pouvoir dans ces pays d'Afrique de l'Est depuis 1986. Certains membres de l'opposition ont quitté l'hémicycle avant l'adoption du projet de loi, protestant contre ce qu'ils considèrent comme une illégalité. La législation vise à accorder de manière inconstitutionnelle des pouvoirs judiciaires réservés aux tribunaux supérieurs et les tribunaux militaires subordonnés qui ont une compétence spécialisée pour traiter uniquement les infractions disciplinaires militaires, a déclaré le groupe de défense des droits Chaptefu, basé en Ouganda, dans un communiqué. Museveni devait signer le projet de loi dans les jours qui viennent. Le président et son fils, le commandant de l'armée, le général Muhoozi Kainerugaba, avaient condamné la Cour suprême de démanteler les cours martiales. Quelques jours après cette décision, deux représentants du gouvernement ont lancé le processus d'introduction d'une législation visant à maintenir les tribunaux militaires en activité. Museveni a déclaré dans un communiqué à la suite de la décision de la Cour que le pays n'est pas gouverné par les juges. Il devait se présenter aux élections prévues pour janvier 2026. Certains observateurs craignent qu'à l'avenir, il ne se retire en faveur de Kainerugaba par un coup d'État sans effusion de sang, alors que l'Ouganda, dans son histoire, n'a jamais connu de transfert pacifique du pouvoir politique depuis son indépendance des Britanniques en 1962.
C'était là l'essentiel de l'actualité d'ici soir. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Merci à Guillaume qui a supervisé et coordonné cette édition du journal. Merci à Héritier Moutombo qui était derrière les grandes machines de votre télévision pour me faire parvenir dans vos maisons. Mais si vous avez apprécié la qualité d'image, dites grand merci à Fiston Mohamed qui était derrière les caméras. Merci à toute l'équipe de rédaction de votre télévision. Quant à moi, je vous retrouve demain à partir de 19h juste. D'ici là, portez-vous bien chez vous.